et bienvenue à notre webinaire de ce jour. Et nous sommes très heureux de pouvoir recevoir les uns les autres. Et dans le sujet que nous allons pouvoir avoir aujourd'hui, nous allons avoir l'honneur de recevoir le professeur Ali Boulaboula qui va pouvoir nous parler de Mpox, quelques généralités. Eh bien, pourquoi ce thème nous revient-il? Eh bien, parce que dans plusieurs provinces de la RDC, on a vu des cas monter. Et il est bon que le personnel de santé, tout ce que nous sommes, puissions nous mettre au parfum, et notamment par rapport à ce qu'est cette maladie et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bien sûr, cela faisant partie de la capacitation des uns et des autres, et également dans le sens de la communication avec la population. Cela étant dit, professeur Ali Boulaboula est professeur des universités. Il est spécialiste en médecine interne, très dévoué pour ce qui est de la prévention des maladies en général et spécialement aussi des infections, consultant pour plusieurs organisations internationales. C'est notamment l'Organisation mondiale de la santé, c'est tout aussi le réseau africain de la prévention et du contrôle des infections. Et il est également très engagé dans l'encadrement des étudiants et dans le domaine de la santé, la recherche ne reste pas de côté dans le travail qu'il fait au quotidien. C'est évidemment sa passion de pouvoir communiquer. Cela étant dit, voici quelques dispositions techniques qui nous permettraient de pouvoir aussi avoir notre webinaire passé dans de bonnes conditions. Chacun d'entre nous est prié de pouvoir éteindre sa caméra pour pouvoir avoir une bonne bande passante, mais également éteindre son micro, fermer son micro pour éviter à ce qu'il y ait des interférences avec la communication. Chers collègues, après tout ce que nous aurons à voir de la part du professeur Ali en termes de présentation, nous allons avoir un jeu de questions-réponses qui va pouvoir s'en suivre. Cela étant dit, n'oublions pas de pouvoir poster nos interventions dans la boîte à conversation, mais éventuellement, si nous voulons des questions à main levée, une intervention à main levée, la parole nous sera accordée. Cela étant dit, professeur Ali, bienvenue et c'est toujours un honneur de vous avoir chaque fois dans ce partage. Et professeur Ali Boulaboula, il est le président du conseil d'administration des ECPCI, qui est donc cette expertise congolaise en prévention et contrôle des infections qui nous réunit tous les vendredis pour notre messe hebdomadaire. Cela étant dit, professeur, à vous la plateforme et soyez le bienvenu. Nous sommes appendus à vos lèvres pour pouvoir vous écouter. Merci beaucoup, docteur Valérie, pour cette introduction qui me permet aussi de souhaiter la bienvenue à tous les participants qui se sont joints à cette plateforme pour suivre cette présentation. Donc, je voudrais prévenir nos participants que nous allons donner quelques notions générales sur le Mpox, tel qu'on l'appelle depuis un temps, c'est-à-dire la monkeypox ou la variole de singe. Je ne pourrai pas parler aujourd'hui de la façon, de mode de transmission de ce virus et des mesures PCI à prendre. Il est prévu une plage une autre semaine pour parler des modes de transmission et des mesures PCI à prendre à chaque fois. Voilà ce que je voulais dire avant de partager mon écran. À bientôt. Je ne sais pas si l'écran est visible auprès de tout le monde. En tout Oui, cas, de mon professeur. côté, il est bien visible, professeur. Merci beaucoup. Nous allons commencer.
Le plan, avant de commencer, nous allons commencer avec l'introduction, l'épidémiologie, la symptomatologie, l'évolution. Enfin, nous allons conclure et nous allons retenir 2 points. Le virus de monkeypox, ce virus de la variole de singe fait partie du genre orthopoxovirus. Il entraîne une infection semblable à la variole avec des symptômes classiques tels que les lésions cutanées. Le premier cas humain a été observé en 1970 au Zaïre, qui est la République démocratique du Congo. Et ce virus a été vu pour la première fois au Danemark en 1958. La découverte a été faite sur les singes qui étaient en captivité pour les besoins des recherches scientifiques. Donc, c'est au Danemark que ce virus a été vu pour la première fois chez les singes qui étaient utilisés pour la recherche. Et le premier cas humain a été décrit en République démocratique du Congo chez un nourrisson. Les chiffres varient de 7 mois ou 9 mois. Alors, les épidémies subséquentes qui survenaient en Afrique, où la maladie était devenue chronique, ou je voulais dire endémique, prédominaient plutôt en Afrique centrale et occidentale. Alors, en 2003, on remarque aux États-Unis une infection d'un pox qui atteint les hommes. Et cette transmission provenait de petits chiens de prairie qui eux-mêmes étaient contaminés par de petits animaux importés aux États-Unis. Alors, en 2022, il y a une large, disons 2022 jusqu'à 2023, il y a une large épidémie circulant dans plusieurs pays non endémiques. Hein, parce qu'après la découverte du premier cas humain, comme je l'ai dit tantôt, la maladie faisait des épidémies en Afrique tropicale, notamment en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Sur le plan épidémiologique, quand on regarde l'âge des malades, on peut, selon les revues systématiques, nous avons 2 périodes. La période de 1970 à 2021, où l'on remarque que la majorité des patients, ce sont des enfants de 0 à 9 ans.
Hein, ce sont ces malades qui sont majoritaires. Tandis que pour l'épidémie qui s'est développée à partir de 2022, on a en majorité des patients adultes. Alors, les jeunes enfants sont très susceptibles à développer des symptômes très sévères et constituent la majorité des cas de létalité. Donc, les jeunes enfants, je le répète, sont susceptibles à développer des symptômes très sévères et pour cela, les complications vont euh, tuer ces enfants et ils constituent le gros lot de la létalité par cette maladie. Et si nous voyons la répartition par sexe, dans la période avant 2022, c'est-à-dire entre 1970 et 2021, la différence entre le sexe masculin et féminin n'est pas très grande. Le sexe masculin prédomine autour de 56% par rapport au sexe féminin. Mais pour la période de 2022 et 2023, la majorité des patients, ce sont des hommes, parmi lesquels les hommes qui ont de relations sexuelles avec les hommes. Et parmi lesquels, si on analyse les statuts sérologiques, on trouve qu'il y a près de 72% de personnes qui sont séropositifs au VIH. Sur cette diapositive, j'ai tenté de mettre la répartition par âge entre les cas obtenus avant 2022 et à partir de 2022 jusqu'à 2023. Ce tableau va nous montrer la prédominance par tranche d'âge. Nous voyons tout de suite entre 0 et 9 ans, nous avons la majorité de malades dans ce groupe avant 2022. Donc, 38,7, près de 39% des cas. Et si nous allons dans cette répartition voir la tranche qui va de 30 à 39 ans, la proportion pour la population d'avant 2022 va baisser jusqu'à près de 10% des cas, tandis que pour les patients de 30 à 39 ans à partir de 2022, nous avons le plus grand nombre, à raison de 47%, disons, d'environ 47% des cas. En 2022, c'est là où nous avons le plus grand nombre de malades. Et pour retrouver le chiffre d'environ 6% des cas au-delà de 40 ans chez les
les malades d'avant 2022. Pour retrouver cette proportion, à partir de 2022, il faut aller au-delà de 55 ans. Je ne l'ai pas marqué ici, ce n'est pas très important, mais nous voyons déjà la tranche de 0 à 9 ans et celle de 30 à 39 ans, il y a une marge chez les enfants et chez les adultes de 2022 à 2023. Alors, la répartition selon l'activité sexuelle, l'analyse des données de patients de 2022, même jusqu'à 2023, montre que les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes représentaient près de 95%. Et parmi ces hommes ayant des rapports sexuels avec les autres hommes, on trouve à raison de 72% des cas des gens qui ont des rapports sexuels à haut risque, c'est-à-dire des rapports sexuels sans préservatif, c'est-à-dire des rapports sexuels non protégés, et ces personnes, dans leur comportement à haut risque, ce sont des personnes qui ont des partenaires sexuels multiples. Et en analysant les statuts VIH, on trouve que 37, près de 38% environ, étaient séropositifs. Voyons maintenant sur le plan épidémiologique. Parlons tout simplement de la symptomatologie, je m'excuse. Les symptômes caractéristiques de la maladie, Mpox, nous avons une éruption cutanée. Une éruption cutanée qui est un signe, un signe le plus fréquent. Et nous avons des lésions cutanées avec leur répartition caractéristique. Dans les groupes de malades avant 2022, la répartition à 88% des cas, elle commence par la face, le tronc, les membres, les parties génitales et les lésions orales. Mais les malades de 2022 ont une caractéristique, ces lésions n'ont pas la même répartition que chez les malades d'avant 2022, mais ici, nous avons des lésions qui prédominent dans la partie génitale. La partie génitale et la partie périnéale. Ensuite, on va retrouver les membres, la face et le tronc, ainsi que les lésions au niveau de la bouche. Ici, je vais vous montrer des photos de ces lésions, les lésions cutanées. Eh bien, ces lésions cutanées évoluent en 5 stades. Nous avons le premier stade qui est une macule.
Hein, une macule, c'est une tache sur la peau, une tache, normalement un érythème, c'est-à-dire une tache rouge, qui est suivie après un temps par l'apparition d'une papule telle qu'elle est projetée sur notre diapositive. Eh bien, en dermatologie, une papule, c'est une levure qui ne contient pas de liquide. Hein? Donc, une papule, c'est une levure. Communément, on parle de bouton, hein, mais c'est un bouton qui ne contient rien d'autre. Il n'y a pas de liquide là-dedans. Et cette papule sera remplacée par un vésicule. Le vésicule, lui, a un contenu liquide au départ. Et le troisième stade, le vésicule, sera remplacé par une pustule. Comme le mot l'indique, pustule, eh bien, dans le pustule, nous avons du pus. Nous avons du pus tel que nous voyons sur la diapositive. Donc, la blancheur là-bas, c'est du pus. Et cette lésion va évoluer. Le pus va sécher, cette lésion va sécher et laisser place à une croûte. Elle va laisser une place sur, euh, c'est-à-dire la pustule va laisser la place à une croûte qui, après autant de jours, va finir par tomber. Voilà les 5 stades d'évolution de la macule à la croûte dans l'évolution des lésions cutanées dans le monkeypox. Alors, comme on l'a dit, le symptôme le plus fréquent, c'est l'éruption cutanée. Je voudrais m'excuser auprès des puristes. En fait, en médecine, ça dépend des pays et de la littérature. Le symptôme et le signe sont différents. Quand on parle des maux de tête, c'est le malade qui dit qu'il a des maux de tête. Donc, c'est subjectif. Mais tandis que le signe, c'est une manifestation objective. C'est le soignant ou le voisin qui voit que l'œil du voisin est rouge et qui le signale. L'œil du voisin est jaune, qui dit, mais vos yeux sont jaunes, sont ictériques. Alors, dans la littérature française, la plupart du temps, tout est dit symptôme. Donc, je m'excuserai auprès des participants qui tiennent à entendre la différence entre symptômes et signes, d'accepter un peu ce que j'ai mis, mais je tiens à les signaler au départ. Donc, le symptôme le plus fréquent, on dirait, le signe le plus fréquent, c'est l'éruption cutanée suivie de la fièvre. En parlant de l'éruption, il y a des malades qui présentent une éruption systémique et même génitale. Alors,
Parmi les symptômes, on a la dysphagie, on a la fatigue, on a les douleurs musculaires, on a les maux du dos, les maux de tête et des douleurs périnéales. Donc, tout cet ensemble de signes, on peut les trouver chez les malades avec Mpox. Alors, il y a des scientifiques dans ces revues systématiques qui ont signalé la toux, les vomissements, la diarrhée. Ce n'étaient pas des symptômes très communs de, de tous les jours, ce qui a laissé poser des questions à ces scientifiques sur la voie de transmission de MPXV, donc le virus d'Mpox, sur la voie de contamination qui, qui, qui est aussi par voie aérienne ou par voie orale. Mais des publications, il y a des scientifiques qui affirment maintenant la transmission par aérosol. Ceci fera l'objet d'une autre communication les semaines à venir. La période de 2022-2023 voit survenir les symptômes de la région génitale et périnéale. Donc, avant 2022, cette localisation de symptômes n'avait pas mis autant d'accent pour ne se situer que dans cette région. Mais cela se caractérise plutôt dans les pays non endémiques où on a trouvé ce qu'on a déjà dit, les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes et parmi lesquels on a trouvé les personnes vivant avec le VIH qui étaient sous traitement antirétroviral. L'évolution. La présentation d'un POX varie de la forme moyenne de la maladie à la forme sévère. Et on a trouvé dans cette revue systématique que le taux de mortalité, notamment dans les pays comme la RDC, le Nigeria, le taux qui était de 4, presque 5% de mortalité. Mais par contre, après, après cette date, après cette période de 2021, on n'a pas de taux marqués où il n'y en a pas dans les cas de personnes qui ont été atteintes par cette maladie. Mais on a par contre des hospitalisations jusqu'à 6% de malades qui étaient hospitalisés. Et on n'a pas noté non plus de décès dans ces groupes de malades à partir de 2022. Quelle serait la raison? Eh bien, les explications possibles existent.
C'est le cas, par exemple, de la disponibilité des hôpitaux qui ont très vite reçu ces malades pour les soigner et éviter des complications. Mais la raison majeure, c'est que on a trouvé parce qu'on a testé les virus trouvés, on a fait le séquençage. Ces personnes-là étaient atteintes par le virus de la clade 2. Ce virus de la clade 2 n'est pas très virulent. Alors, dans les pays endémiques, ces clades existent et il fait partie géographiquement de l'Afrique de l'Ouest. Si je ne m'abuse, le Cameroun est le pays où on a la situation mixte de la clade 1 et clade 2. Alors, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine, on a la clade 1. Alors, la clade 1 entraîne une mortalité qui peut atteindre les 10%. Donc, c'est un virus qui est très virulent, mais tandis que le virus qui a fait le tour du monde dans l'épidémie de 2022 à 2023, le séquençage a montré que c'est la clade 2. Or, ce virus, la létalité qu'elle entraîne est inférieure à 1%. Voilà ce qui expliquerait peu de mortalité. D'abord, elle atteint des personnes adultes et le virus en soi n'est pas très virulent. En conclusion, l'Mpox est causé par le virus MPXV du genre orthopoxvirus. Le premier cas humain était découvert en 1970 en RDC. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées constituent les personnes vulnérables en dehors des immunodéprimés. L'éruption cutanée, la fièvre sont les symptômes les plus fréquents. La mortalité élevée est plus connue chez les enfants. Que pouvons-nous retenir? L'épidémiologie de Mpox montre, durant les deux périodes démontrées par les revues systématiques, montre une prédominance en Afrique tropicale, c'est-à-dire l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, que les enfants de 0 à 9 ans sont plus atteints avec une mortalité élevée. La répartition des lésions cutanées va de la face jusqu'aux membres inférieurs, ce qui peut être considéré comme la répartition classique. Tandis que pour la période de 2022 à 2023, cette période est caractérisée par l'extension de la maladie dans les pays non endémiques qui frappent les adultes mâles, parmi lesquels les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes et qui ont des comportements sexuels à haut risque, présentant des lésions génitales
et des douleurs périnéales et absence de décès parmi ces malades. Je vous remercie pour votre attention. Merci bien, cher professeur, pour cette présentation ô combien interpellante, pour cette présentation aussi intéressante qui nous demande justement de pouvoir ouvrir l'œil et élargir nos connaissances. Chers amis, il est assez intéressant de nous rendre compte dans les leçons à retenir qu'il faille bien que nous puissions tenir compte de cette maladie dans notre environnement parce qu'elle existe. J'aimerais tout de suite rajouter ceci, que à regarder ou entendre ce que le professeur a dit, il y a eu des chiens, des animaux qui ont été contaminés et Mpox peut également être mis à un niveau donné dans les zoonoses. Et du coup, One Health, une seule santé, nous rattrape de nouveau. Je ne sais pas à ce stade si il y a des questions qui peuvent être prises maintenant à main levée. Nous allons pouvoir les prendre. Et dans la boîte à conversation, je n'ai pas encore vu de questions de mon côté, probablement du fait que j'ai été déconnecté momentanément, que j'ai perdu aussi le fil des échanges écrits dans la boîte à conversation. Mais du coup, celui qui a une question d'éclaircissement, celui qui a une question ou un enrichissement pour l'instant, parce que nous avons aussi des panélistes ici, ils peuvent nous donner un tout petit peu ce qu'ils ont comme situation de Mpox là où ils sont et quelque chose à rajouter. La plateforme est ainsi ouverte et encore une fois, professeur, nous vous remercions. Merci, docteur Valérie. Manifestez-vous, manifestons-nous par la levée de la main ou bien par les écrits dans la boîte à conversation et nous allons en ce moment-là échanger et nous enrichir mutuellement. Professeur, d'entrée de jeu, j'aimerais bien poser une question. Puisque Oui, ces généralités que vous venez de nous donner nous disent bien que cette maladie date d'il y a très longtemps, quand nous disons il y a très longtemps, c'est qu'il y a quand même eu du recul pour qu'il y ait suffisamment de sensibilisation aussi autour de cette maladie. D'après vous, que pensez-vous du fait que cette maladie qui semble ne pas être beaucoup connue et qui n'a pas été beaucoup étudiée même ou mise au programme de l'enseignement de la santé en RDC en termes de détails, que pensez-vous qui puissent être des éléments qui ont conduit à pareille situation pour qu'on n'y insiste pas beaucoup comme on voit pour d'autres maladies? À vous, prof. merci beaucoup, docteur Valérie. Chaque époque a ses problèmes. Chaque époque a ses problèmes. Je pense que le problème ne se posait pas dans les années 70 quand a été décrit le premier cas humain dans le pays. Et ça n'attirait pas beaucoup l'attention et de médecins et de chercheurs. C'était un cas décrit et puis ça a été classé. Mais à partir de 2022, quand le problème devient mondial, ça réveille l'attention de tout le monde, de tous les gouvernants et surtout des autorités sanitaires au niveau mondial quand ça devient une menace. Et vous citez la RDC, bon, je n'ai pas dit, l'une des difficultés en RDC, c'est que, par exemple, en donnant l'âge de malade, la difficulté, c'est qu'on ne teste pas tous les cas observés. Parce que avoir une éruption cutanée, il y a d'autres maladies qui peuvent donner des éruptions cutanées. Mais pour confirmer que c'est causé par MPXV, il faut tester. Il faut tester, il faut aller beaucoup plus loin avec le PCR pour dire que
Là, nous avons le virus de la variole de singe. Hein, ça attire le poisson. Mais ici, il faut, là où il y a les cas surviennent, il faut transporter les échantillons jusqu'à Kinshasa. Les laboratoires mobiles ne sont pas partout dans le pays, dans les 26 provinces, ce qui fait que la maladie n'a pas fait l'objet d'une grande civilisation à l'époque. Et maintenant, les cas ne font qu'augmenter. Donc, il y a maintenant l'obligation de l'enseigner. Et moi, je peux vous assurer que dans mes enseignements, ce n'est pas une excuse, dans mes enseignements de maladies infectieuses et parasitaires, j'enseigne les cas de la variole de singe. Merci. Merci beaucoup, professeur. Une question dans le chat box qui vient de notre collègue Christine Lunduire de la DHSP. Elle nous dit ceci, que sa préoccupation est en rapport avec la réactivation de la personne guérie par les liquides génitaux. Elle souligne eh bien, le sperme en particulier. Donc, après rapport sexuel chez Ebola. Est-ce la vraie? Je pense que comme ceci n'est pas l'objet, peut-être probablement de la présentation, je ne sais pas comment le professeur pourrait le prendre. Professeur, elle vous a quand même lancé. Je l'aurais aimé être réservé pour Ebola, parce qu'il ne faudrait pas oublier que nous devons continuer à parler de toutes ces maladies, parce qu'elles sont émergentes, réémergentes de l'une ou de l'autre façon. Je ne sais pas, vous avez la parole. J'aurais aimé réserver cette question, mais dans votre amour pour la science, probablement que vous allez lui passer une réponse. Ah, prof. Merci beaucoup, docteur Valérie. Je répondrai de la même manière à Madame Christine Lunjure que la question serait réservée à un sujet sur Ebola, mais la question est posée, elle mérite réponse. Elle a parlé de réactivation. Euh, Là, si elle peut prendre la parole et qu'elle nous précise contamination ou réactivation. Chers Si collègues, Madame, vous pouvez ouvrir votre micro et vous exprimer à pleine voix de façon à ce que nous puissions avoir cet éclaircissement demandé par le professeur. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Au fait, je voulais juste faire la comparaison comme chez Ebola. Après certaines études, il a été remarqué chez les personnes guéries qui avaient la réactivation encore de la maladie à travers les spermes. Alors, j'ai dû entendre dernièrement, mais comme c'est un échange scientifique, c'est comme ça comme j'en profite pour savoir que est-ce que pour monkeypox aussi, c'est déjà confirmé dans ce sens-là comme Ebola? Chez une personne guérie de monkeypox à travers les liquides génitaux comme le sperme, est-ce que peut y avoir réactivation pour contaminer quelqu'un en fait? C'était ça ma merci préoccupation. beaucoup. Merci. Merci beaucoup parce que il y a différence entre les deux termes réactivation et contamination. D'entrée de jeu, je vais dire que le virus Ebola, chez des personnes qui ont contracté la maladie, ce virus, longtemps après la guérison de l'individu, ce virus reste dans les zones muettes immunologiquement de l'organisme, c'est-à-dire au niveau de l'œil,
C'est pour cela que les personnes guéries de Ebola doivent être suivies ou doivent eux-mêmes se soumettre à cette discipline pour voir, pour se faire contrôler la vue par l'ophtalmologue. Parce que le virus reste dans l'œil, l'œil est immunologiquement muet. Mais il y a aussi les organes sexuels chez l'homme, les testicules qui sont aussi immunologiquement muets. J'espère que le terme muet est bien compris par tout le monde, c'est-à-dire que l'immunité n'est pas très prononcée à ce niveau-là, que ces virus ne sont pas menacés. Donc, ils peuvent rester là-bas et faire de dégâts à ce niveau-là. Et même servir pour la contamination par la voie, par les rapports sexuels. Mais tandis que la réactivation, normalement, ce sont des virus qui sont, quelqu'un a été contaminé par un virus, il reste dans son corps et un bon jour, il se réveille. Il se réveille. Hein, vous voyez les gens euh, qui ont fait les zonas, eh bien, ce virus de zona donne aussi la varicelle. Hein, c'est le même virus qui donne la varicelle. Eh bien, il peut avoir eu sa varicelle comme tout jeune enfant, et ce virus reste dans l'organisme et un bon jour, il se réveille et voilà, on parle de la réactivation. Voilà un peu ce que je peux vous donner. Nous allons donner une deuxième plage les semaines qui viennent, soit la semaine prochaine ou l'autre, sur la contamination par le virus MPVX et nous allons parler de tous ces éléments. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame. Merci beaucoup, professeur. Je vais attendre les prochaines séances pour en savoir plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher professeur, et merci, madame, aussi, chers collègues, pour l'intérêt manifesté. Professeur, du point de vue diagnostic biologique, est-ce qu'il y a un mot que vous pouvez placer par rapport à Mpox? Une question demande, pouvons-nous avoir un mot du diagnostic biologique? C'est notre Bien, collègue Joël qui pose la question. oui, je n'y ai pas mis beaucoup d'accent, mais le diagnostic se fait par PCR, par PCR, Polymerase Merci. Chain Reaction. J'ai beaucoup de difficultés pour traduire le mot PCR. Je sais de quoi il est composé, c'est quoi, mais quand il faut parler de ça en français, je bute toujours. Donc, Valérie, si vous pouvez avoir une idée de la traduction, je connais et même en français, mais chaque fois qu'il faut parler de cela en français, j'ai des difficultés. Merci beaucoup, professeur. Je crois pour faire plus simple, c'est que on va pouvoir aller au laboratoire et regarder la structure euh, génique, si je peux dire, du virus pour voir si nous allons avoir c'est une amplification génique, s'il faut dire. Voilà le mot pour être bref, c'est une amplification génique à partir de laquelle on pourrait regarder si la structure justement génique de ce virus-là correspond à ce qui existe déjà dans les cartographies tout à fait ordinaires qui ont été donc déjà développées. Donc voilà ce que je peux dire de ce que nous avons comme définition de cela, du PCR, comme le professeur le dit.
Voilà Oui. très brièvement ce que nous pouvons dire. Et à ce moment-là, Donc, polymérase chain reaction. yes, yes, c'est cela. Hmm. Donc, cela étant, le professeur a dû rajouter ceci, un mot sur le diagnostic. Il a dit que les laboratoires qui permettent de faire ce diagnostic ne sont pas équitablement répartis dans tous les pays et même dans un même pays, dans toutes les provinces, pour permettre à ce que facilement on arrive à un diagnostic en un temps record pour pouvoir essayer de pouvoir réaliser donc cette activité. Tout de suite, avant de pouvoir continuer, si nous regardons dans notre boîte à conversation, il y a un lien qui a été posté pour pouvoir faire une évaluation de cette session. Les évaluations sont les bienvenues parce qu'elles nous permettent de pouvoir aussi regarder les réactions des participants pour voir quels sont les sujets d'intérêt, quelles sont les choses à améliorer, quelles sont les bonnes leçons à retenir et qu'il faille perpétuer. Donc, nous sommes les bienvenus à pouvoir compléter donc ce formulaire d'évaluation. Merci donc. Oui, professeur, euh, une autre question est la suivante. Elle nous vient de notre collègue Constant Guilain-Doumé. Quel est le niveau du laboratoire pour manipuler le virus? Quel est le niveau du laboratoire pour pouvoir manipuler le virus? Je sous-entends, est-ce que c'est le laboratoire de niveau de sécurité 1, niveau de sécurité 2 ou niveau de sécurité 3? C'est ce que je sous-entends par là. Mais vous-même, vous allez pouvoir trouver comment orienter cela. Si ce n'est pas cela, le collègue qui a posé la question pourra éclaircir. À vous, professeur. Merci beaucoup. Donc, monsieur, le confrère Ndoumé voudrait savoir si ce virus est très dangereux pour qu'il soit traité dans des laboratoires à haute sécurité tels que le laboratoire P4. Le seul laboratoire P4 qui se trouve dans le pays se trouve à Kinshasa, chez le professeur Mouyembe, et il n'y en a pas beaucoup sur le continent. Hein, ces laboratoires P4, je pense il y en a 2 ou 3 sur le continent. Alors, c'est pour dire, quand on parle de laboratoires mobiles pour tester ces virus, donc on peut les tester partout. Partout, donc ce n'est pas seulement dans les laboratoires à haute sécurité, mais il me permet d'ajouter ce que je n'ai pas dit, parce qu'on ne peut pas tout mettre non plus sur les diapositives. Au fait, le virus MPVX est très contagieux. Il est très contagieux et l'expérience de COVID-19 recommande à ce que le personnel soignant, les personnes contacts de ces malades atteints de ces virus, c'est-à-dire les gens qui vivent sous le même toit ou les gens qui s'occupent de ces malades hospitalisés ou le personnel soignant qui va à domicile soigner ces personnes, doivent être eux-mêmes protégés parce qu'ils peuvent attraper la maladie. C'est pour cela qu'il y a des mesures pharmacologiques et non pharmacologiques. Ceci, nous devrions le dire prochainement dans la PCI. Donc, on a un vaccin de 3e génération qui a été, donc, le vaccin antivariolique qui a été autorisé par certains pays à donner aux malades atteints de ce virus de singe, mais dans d'autres pays, on le donne aussi aux soldats, aux recrues des soldats, par exemple aux États-Unis, on le donne, c'est pour prévenir que le personnel soignant, les personnes contacts n'attrapent pas cette maladie.
Voilà ce que je peux dire en ajoutant à la question du confrère Ndoumé que c'est un virus très contagieux, mais qui peut être traité dans le laboratoire habituel, là où on peut avoir le PCR, tout en prenant toutes les mesures adéquates pour ne pas le répandre à celui qui manipule et à ses voisins. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher professeur. Et à coup sûr, les bases déjà établies pour certains laboratoires PCR de tuberculose, par exemple, ou pour tout autre PCR, probablement que les techniciens et les biotechniciens pourront voir dans quelle mesure si ces types de laboratoires ne peuvent-ils pas être des points de départ pour essayer de pouvoir étendre aussi la facilitation d'accès, parce que deux fois, les gens vont dire les cartouches ne correspondent pas ou les réactifs ou ce que nous avons ne marche pas avec cela. Dans quelle mesure est-ce qu'une pareille base peut-elle faire? Je crois que si nous avons prochainement les amis spécialistes en laboratoire, s'ils peuvent bien nous faire des commentaires et pourquoi pas même une présentation autour des aspects seulement laboratoire de Mpox, cela nous ferait énormément plaisir, professeur. Cela Oui, étant dit, oui, prof. le spécialiste qui était invité, il a décliné l'offre parce qu'il voyageait pour un séminaire à l'étranger. À la même date qu'il devait présenter cela, il doit être dans un cours à l'étranger. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas donner rendez-vous. Nous ne pouvons pas donner rendez-vous sur cela. Oui, je vois que le docteur Constant a encore une question à poser. Docteur Valérie, si vous l'avez lu. Allez-y, professeur, si vous avez déjà, oui, je vois tout de suite notre collègue qui dit ceci. Dans notre contexte infectieux, quels sont les signes majeurs d'alerte à considérer pour cette maladie avant la confirmation au laboratoire? Et la deuxième partie de la question dit ceci. Quelles sont les mesures PCI à mettre en place dans nos laboratoires pour ne pas avoir ces risques de devenir une bombe? À vous, professeur. Merci beaucoup. Euh, Au fait, il faut dire qu'il faut, après exposition au virus, on peut attendre 1 à 21 jours avant l'apparition des symptômes. Et une fois que les symptômes sont là, cela peut apparaître, les symptômes peuvent aller jusqu'à 1 à 2 semaines. Alors, les signes qui définissent la maladie, il y a au moins un signe, c'est l'éruption cutanée. C'est l'éruption cutanée qui est caractéristique, suivie de la fièvre et des douleurs et des démangeaisons. Mais il y a d'autres cas qui peuvent être précédés par tout simplement de la fièvre ou d'autres signes sans que l'éruption n'apparaisse en premier, mais ils ne sont pas nombreux. Pour ce qui a des mesures PCI, en commençant mon exposé, j'ai annoncé que les mesures PCI sont réservées à une autre présentation, soit la semaine prochaine ou la troisième semaine. Voilà ce que j'ai dit. Merci beaucoup, cher professeur, de garder le secret de la maison afin que nous puissions encore avoir davantage PCI qui puissent se joindre pour cet intérêt. Et tout de suite, nous allons donner la parole à notre collègue Moirabou qui demande la parole à main levée. Chers collègues, voudrez-vous bien ouvrir votre micro et vous exprimer? Merci beaucoup, docteur Valérie. Vraiment aussi au professeur pour son exposé. Mais c'est une préoccupation pour moi. La tranche d'âge de 0 à 9 ans
représente 36,8%. Alors, qu'est-ce qui expliquerait que les enfants font plus les mpox que les autres tranches d'âge? Ça, c'est une première préoccupation. La deuxième, toujours dans le même ordre d'idées, est-ce que il y a eu ou bien il y aurait eu une étude qui est déjà faite ou des informations scientifiques prouvant que les enfants qui ont reçu le vaccin antivariole pourraient euh, avoir moins de risques d'attraper cette maladie par rapport aux autres. Merci. Merci, Mathias, pour la question. Pour les enfants de 0 à 9 ans, eh bien, il a été dit quelque part dans les diapositives que les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, en dehors des personnes immunodéprimées, étaient des personnes vulnérables. Étaient des personnes vulnérables. Il faut ajouter à cela aussi des malnutris et d'autres qui présentent d'autres déficiences, et que ce sont des personnes à haut risque de la maladie. Et d'ajouter ce que je disais sur la répartition des laboratoires, parce que pour dire que telle personne a la maladie, si on élargit la tranche jusqu'à 15 ans, on peut trouver dans d'autres pays tels que dans les pays occidentaux où la maladie s'était manifestée, on a vu aussi que jusqu'à 15 ans, quand on va jusqu'à 15 ans, on pouvait trouver aussi des enfants atteints. Mais cela demande de confirmer par le laboratoire. Or, chez nous au pays ici, tous ces cas-là qui ne bénéficient pas d'un contrôle de laboratoire sont mis dans la catégorie des suspects. Donc, si vous allez dans nos chiffres et dans nos statistiques et que vous trouvez les cas suspects, ça veut dire que les gens qui n'ont pas été testés. Et je vous informe que la plupart des cas qui sont diagnostiqués en dehors de Kinshasa ne bénéficient pas de contrôle de laboratoire, de tests de laboratoire. Voilà la réalité. Alors, concernant la vaccination, il a été dit, il a été dit que ceux qui ont reçu le vaccin contre la variole, il faut dire que la variole a été éradiquée au cours des années 80 dans le monde. C'est l'un des succès de la vaccination au niveau mondial. Donc, si pour les autres maladies, les États soutenaient cet effort et que les populations aussi pouvaient adhérer à ces efforts, eh bien, il y a d'autres maladies qui pourront disparaître aussi dans le monde. Donc, il a été dit, et je l'ai lu, que ceux qui ont reçu ce vaccin avaient moins de chances d'attraper cette maladie. Et le vaccin de troisième génération dont je parlais il y a quelques instants a comme intérêt de, de donner une immunité croisée entre le virus de la variole et le virus de la variole de singe. Mais quant à donner les preuves de de son efficacité, il est difficile à mettre la main dans le feu parce que il y a pas de cas de variole où on pouvait
comparer avec les cas de variole de singe. Voilà un peu ces difficultés pour une étude comparative. Voilà mon point de vue, Mathias. Merci beaucoup, cher professeur. Et il est vrai qu'on ne peut pas aller non plus du point de vue éthique expérimentalement au laboratoire le faire sur des êtres humains présentement et qu'il faille aller dans les réserves du virus, donc de la variole, pour essayer de regarder de ce côté-là sur les expérimentations animales et voir si cela répondrait bien pour faire ces comparaisons. Donc, encore faut-il investir de l'argent là-dedans alors qu'on est intéressé par d'autres choses. Donc, c'est une matière à, à, à Attention. explorer ou à explorer. Oui, oui. Donc, de façon à ce qu'on y arrive et qu'on puisse faire des publications. Je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation dans la boîte à conversation. Je n'en vois pas jusque-là, à moins qu'il y ait un collègue qui ait une question à main levée. Professeur, revenons sur l'aspect zoonose parce que cela est arrivé et que nous voyons le Mpox prendre de l'ampleur dans certaines provinces de la RDC. Je ne sais pas si les amis qui travaillent dans les réserves animalières et tout cela qui s'occupent de la médecine des animaux, nos collègues vétérinaires, s'il existe des plateformes de collaboration par rapport à cela. Parce qu'on voit des cas qui sont en montée où le nombre de cas est en montée dans plusieurs provinces de la RDC. Y a-t-il des plateformes par rapport à cela? Et si peut-être des collègues qui sont dans la médecine environnementale, qui sont sur cette plateforme, peuvent apporter leur contribution, cela nous ferait énormément de bien. À vous, prof. Merci beaucoup pour cette question. Au fait, on l'a vu quand on a parlé d'une seule médecine, une seule santé, je voulais dire, excusez-moi, une seule santé. On a partagé le vœu de voir cette collaboration entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire et environnementale. Dans le pays, cela existe maintenant. Hein, il y a une plateforme à Kinshasa, mais l'effectivité sur le terrain manque. Et j'ai entendu hier que ceux qui se chargent du côté vétérinaire se plaignent du manque de moyens. On ne met pas autant de moyens qu'on met vers la médecine humaine que vers la médecine vétérinaire. Et ce qui fait que cette collaboration, à entendre ce responsable dire dans un atelier, ça veut dire qu'elle n'est pas effective sur le terrain. Donc, c'est un vœu pieux. Il faut encourager à ce que cela ait lieu un jour. Ceux de la médecine humaine aussi, notamment le responsable de l'Institut national de santé publique, se plaignait de manque de moyens financiers parce que le plaidoyer qui a été fait à son temps a rencontré de difficultés. Il n'y a pas eu de financement conséquent. Il a même dit qu'ils ont dû recourir à revoir leurs papiers pour arriver à un chiffre qui peut être financé. Voilà le problème, tout tourne autour de l'argent. Merci bien, professeur. Peut-être la question de savoir est-ce que ce ne serait pas trop que les gens ne pensent que argent parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de moyens mis actuellement pour que nous puissions avoir ces échanges comme webinaires où nous parlons de ces aspects. Donc, une certaine collaboration entre la corporation des médecins vétérinaires et la corporation de ceux qui sont en charge des humains ferait une chose avec aussi peu de moyens pour commencer une certaine collaboration, ne fût-ce que de cette façon-là. C'est une suggestion, parce qu'en ce moment-là,
on prendrait certaines autres routes. Il est possible que certaines autres actions aient été prises pour aider à ce que les personnes puissent être ensemble et que des projets soient écrits avec un budget conséquemment demandé et que le budget ne vienne pas. Mais ce genre d'échange entre nous permettrait également de pouvoir élever le niveau de plaidoyer pour essayer de pouvoir résoudre le problème et éventuellement regarder du côté recherche où est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble. Du coup, une question vous arrive également dans la boîte à conversation. Notre collègue Constant, Guilain Doumé, demande comment savoir faire la surveillance quand on sait que ce sont les singes, les rats qui mangent les fruits qui sont des réservoirs et que les contacts hommes-animaux sont de plus en plus importants. Donc, comment pouvons-nous mettre en place ou faire la surveillance? À vous, professeur. Merci beaucoup pour cette question. Je pense que cette question a eu sa réponse au moment où on a programmé notre sujet sur la surveillance. Et il a été mis l'accent sur la surveillance des maladies à transmission directe et les maladies à transmission indirecte. Hein, il y a une différence. Là où on doit suivre de façon systématique et là où on doit suivre au cas par cas. Voilà ce qui était dit. Je résume la pensée qui a été avancée à son époque. Merci bien, professeur. Et pour rajouter, dans d'autres pays, et je pense à RDC aussi, nous avons vu l'Institut national de conservation de la nature faire de temps à autre des prélèvements. Il faut dire que ce n'est pas assez systématique pour essayer de pouvoir assurer une certaine surveillance. Mais tous ces prélèvements qui peuvent être pris chez des animaux, chez certains animaux, bien sûr, par rapport à certaines maladies, les données ne sont généralement pas accessibles. Donc, il faille essayer de pouvoir améliorer ce système et que, comme le prof a dit, les moyens conséquents pour essayer de pouvoir mettre un système de surveillance avec un suivi périodique ne sont toujours pas ceux-là que nous avons pour pouvoir arriver à rendre effective la surveillance épidémiologique avec cette association, avec le laboratoire. Professeur, si vous le permettez bien, nous aimerions aussi savoir s'il y a des collègues d'autres pays qui sont sur cette plateforme et qui pourraient avoir une certaine expérience par rapport à Mpox et par rapport à cette surveillance des zoonoses. S'il y a quelqu'un qui a des informations à passer, il est vraiment le bienvenu à pouvoir le faire. Alors, la question suivante qui vous est adressée dit, doit-on faire des prélèvements pour examen dans la forêt chaque semestre? Donc, voilà une question subsidiaire, professeur. Je ne sais pas quel serait votre avis autour de cela. Bien, j'ai une faiblesse de ce côté-là, n'étant pas de la médecine vétérinaire. Euh, je ne saurais pas répondre directement à cette question. Merci beaucoup. Quelques environnementalistes au milieu de nous. Y a-t-il quelqu'un euh, ou quelqu'un d'un pays différent de la RDC qui a une expérience par rapport à ces aspects-là? Merci de pouvoir enrichir. La parole est à vous. Merci, professeur. Retournons un tout petit peu aux questions de mœurs. Au jour d'aujourd'hui, les aspects d'orientation sexuelle sont des aspects de plus en plus évoqués dans les différents pays et les coutumes, les us et coutumes dans nos différents pays nous mettent à restriction dans un certain nombre de situations. Ce faisant, les personnes, par exemple, homosexuelles ou transgenres, ne sont pas des personnes qui se manifestent aussi facilement que ça. Nous avons vu
lors des dernières contaminations, même dans les pays qui ne sont pas connus être endémiques, vous l'avez dit dans votre présentation, que parmi les homosexuels, nous avons eu beaucoup de cas, ou nous avons eu des cas, et avec une base assez importante en termes statistiques de ceux qui sont donc homosexuels. Et alors, par rapport à nos pays d'Afrique, par exemple, et par rapport à la RDC, quel serait votre point de vue? Pensez-vous qu'il y a aussi des situations du même genre, mais qui n'ont pas été retrouvées ou qui n'ont pas pu rapporter, vu la stigmatisation qu'il y a par rapport à ces aspects d'orientation sexuelle? À vous, professeur. Merci beaucoup. Les aspects cliniques souffrent dans les pays endémiques tout simplement parce que la constance manque, les publications manquent à cause du point de départ laboratoire, parce qu'il faut confirmer que c'est cela. Or, la clinique est constante chez les personnes vivant avec le VIH. Elle est constante parce que ces personnes-là sont suivies et on peut retrouver les éléments cliniques euh, régulièrement par rapport aux autres personnes qui ne sont pas suivies aussi régulièrement que les personnes vivant avec le VIH. Voilà ce que j'ai trouvé. Merci beaucoup, cher professeur. Nous allons aller dans la boîte à conversation pour voir. Il y a notre collègue Constant qui écrivait initialement que la transmission peut se faire entre les animaux et les animaux de compagnie. Donc, par exemple, les animaux de forêt, les animaux de compagnie, certainement, et qui sont en contact étroit avec les êtres humains. Donc, confirmant un peu cet aspect de zoonose et qui demande une attention aussi particulière. Alors, Bien, diagnostic. Oui, prof. je promets toujours d'y revenir les semaines à venir, mais puisque le problème le préoccupe, on appelle transmission primaire quand ça part de l'animal vers l'homme et transmission secondaire quand c'est entre humains. Je ne sais pas si j'ai répondu à sa question. Merci bien, professeur. C'est dans la même lancée, dans la même idée. Il dit, merci pour ce partage d'expérience qu'on va essayer d'adopter dans le cadre du One Health, où la surveillance doit se faire désormais dans une synergie santé animale et environnementale et la santé humaine. Voilà. Merci. Nous espérons bien que toutes ces contributions pourront bien servir, nous dit notre collègue Constant. Alors, professeur, Merci. une question encore qui vous va, c'est de pouvoir savoir le plan national de lutte contre Mpox en République démocratique du Congo. Est-ce que ce plan est-il connu du personnel de santé? Parce que nous nous imaginons que, comme on a eu le plan par rapport au VIH-Sida, on en a eu également pour la tuberculose, et nous nous figurons qu'il devrait y avoir un programme qui adresserait cet aspect de Mpox. Est-ce que avez-vous l'impression qu'il en existerait un qui est vulgarisé de façon à ce que les uns et les autres, comme professionnels de santé, puissent en avoir connaissance et agir conséquemment? À vous. Merci beaucoup, docteur Valérie. J'ai eu la chance de voyager un peu en dehors du pays et de voir ce qui se passe dans un pays voisin. Euh, je pense que dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui existent, qui sont écrites avec des documents et à chaque fois qu'on a besoin on peut trouver. Mais ce qui manque, c'est la traduction de ce qui est écrit en actes. Donc, si vous cherchez au ministère de la Santé
La plupart des documents, des protocoles, de ceci ou de cela sur les maladies, vous les trouverez avec des équipes, des organisations qui sont là. Ça, je peux vous dire que ça existe, mais seulement comment ces équipes-là fonctionnent, et c'est là le hic. Tout le monde vous dira, il y a manque de moyens. Mais là où je suis allé, ou là où j'ai vu, je ne peux pas citer, c'est indécent, eh bien, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Hein, peut-être qu'ils auraient beaucoup de moyens pour le faire, mais pour le ministère de la Santé, ils ont des livres, ils ont tout un tas de trucs, mais que ça ne marche pas faute de ceci ou de cela. Les personnes capables, y sont. Parce que quand il y a épidémie, par exemple Ebola, on mobilise les équipes à moins de 2 mois, c'est fini. Sauf ce qui est arrivé au Nord Kivu, eh bien, là, ça a pris du temps. C'est à cause des réalités de ce terrain-là. Donc, j'ai suivi qu'il y a maintenant pour un POX le système de gestion par incidence. Les incidents plutôt. Hein? Donc, c'est la gestion qui est mise en pratique et qu'il y a au niveau national un responsable de la gestion des incidents qui a deux collaborateurs au niveau de toutes les provinces qui sont en collaboration avec les divisionnaires de la santé publique dans toutes les provinces. Hein? Donc, il y a cette structure. Moi, c'est la première fois que je l'entendais, mais je ne sais pas comment elle fonctionne en province. Mais j'ai entendu le haut responsable le dire à la télévision. Donc, ça existe. Si ça ne marche pas, c'est la faute des divisionnaires de la santé de chaque province. Parce que les représentants de cette haute autorité l'a dit. Merci beaucoup, professeur. Certainement, nous allons essayer de creuser cela et lors des prochaines sessions, essayer d'avoir autour de cette table également c'est ceux-là qui ont la charge donc de l'incident, de la gestion des incidents Mpox. Cela nous aiderait énormément parce qu'il est grand temps que cette vulgarisation qui manque des documents, parce que du coup, nous en parlerons certainement lors de la PCI, parce que quand on vérifie la fonctionnalité d'un programme PCI eh bien, par rapport à Mpox, on devra regarder est-ce que les gens ont des protocoles, est-ce que les gens ont des lignes de direction, des lignes directrices qui leur permettraient de pouvoir intervenir, agir même dans une institution de soins de santé. Et au niveau de la population, qu'est-ce qui est mis en place? Donc, nous allons essayer de pouvoir étayer, nous tous, la question de cette façon-là. Ça nous permettrait de prendre les choses à moindre coût parce qu'on verrait les choses comme si c'est des choses d'extraterrestres pour pouvoir y arriver, alors que par des actes simples, on pourrait bien arriver à faire la différence en attendant que les gros moyens puissent arriver pour l'une ou pour l'autre chose. Professeur, nous sommes en train d'atterrir. 1 minute nous reste sur le programme. Avec votre autorisation, permettez-nous de voir dans la boîte à conversation s'il y a de nouvelles questions. Il n'y en a pas. Et rapidement, voyons s'il y a main levée pour vous adresser une question. Il n'y en a pas non plus. Avec votre autorisation, professeur, y a-t-il moyen de pouvoir passer un mot de conclusion? Et nous allons vous rendre également la parole comme président du conseil d'administration des SCPCI. Chers collègues, regardons dans la boîte à conversation, il y a le lien pour l'évaluation de cette session. Et c'est un plaisir d'avoir eu les uns et les autres. Nous ne manquerons de vous dire grandement merci pour cette participation et à tous les techniciens qui nous appuient, ECHO, ainsi que tous les autres qui sont derrière la scène pour que cette messe du vendredi puisse se tenir. Professeur,
À vous la parole pour une conclusion et pour une parole comme représentant de SCPCI à cette session d'aujourd'hui. Nous vous disons encore grand merci pour l'intérêt que vous montrez et continuez à manifester pour la science et pour son partage. À vous, professeur. Merci beaucoup, Dr. Valérie, comme modérateur et membre de cette plateforme assidue. Je remercie tous les participants pour leur contribution à la réussite de cette session qui a été très animée. Je leur convie de continuer et même à faire des suggestions sur des sujets à traiter. C'est pas mal dans le cadre qui nous est donné de PCI. Nous espérons que les prochaines semaines, nous serons encore ensemble et c'est à moi de remercier, en plus de tous les participants, je vais remercier Madame Kanika de Eco India qui nous permet chaque semaine d'atteindre les uns et les autres. Merci et à la prochaine occasion. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. N'oubliez pas, chers collègues, de remplir la fiche d'évaluation. Oui, allô, professeur. Professeur Alice, c'est déjà fait pour moi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais professeur, il faudrait que la connexion soit toujours maintenue pour que les autres puissent également aussi renseigner la fiche Oui, d'évaluation. oui, je pense que Madame Kanika nous suit pour maintenir cette connexion. C'est juste au cas où peut-être certains d'entre nous auront des problèmes, comme moi je suis déjà un habitué, il n'y a pas de Oui. problème. Alors, autant le faire vite parce que celle qui nous relaye, chez elle, c'est déjà la nuit, hein. Oh là là, d'accord. Oui. Merci.
Vraiment.